Guerre au Moyen-Orient. Nous avons eu l'annonce de Donald Trump, le président des États-Unis, selon laquelle il y aurait une sorte de pourparlers, un cessez-le-feu de 2 semaines pour négocier, pour essayer de faire quelque chose afin de mettre fin au conflit. Il ne semble pas qu'Israël soit satisfait de cela. Mais de quoi s'agit-il, Ted, en ce qui concerne Israël? Parce que nous avons eu l'attaque contre le Liban. Ils n'aiment pas cela. Il ne semble pas que Netanyahou l'apprécie. Et ce qui se passe en ce moment n'a rien de nouveau. Voici ce qu'a dit John Kerry, ancien secrétaire d'État, à propos de Benjamin Netanyahou. Il s'est assis en face du Premier ministre Netanyahou plus souvent que presque n'importe qui d'autre. Lui et Israël sont bien sûr des acteurs majeurs dans cette affaire. Des articles récents, vous les avez probablement vus dans le New York Times, indiquent que Netanyahou se trouvait dans une situation où il avait essentiellement proposé à Trump d'attaquer l'Iran. Avez-vous déjà participé à des conversations de ce genre? Je sais qu'il a déjà fait ce genre de proposition à des administrations précédentes. Avez-vous déjà été impliqué là-dedans? Et avez-vous été surpris qu'il ait réussi à convaincre Trump de le faire? Eh bien, j'ai participé à de nombreuses conversations avec le Premier ministre Netanyahou. Mais en ce qui concerne sa demande aux États-Unis de frapper l'Iran, oui, il voulait que nous frappions. Il est venu voir le président Obama et a fait une présentation pour demander une frappe. Le président Obama a refusé. Le président Biden a refusé. Le président Bush a refusé. Le seul président qui a consenti, évidemment, c'est le président Trump. Ted, quelle est ta compréhension de ce qui se passe en ce moment? Je ne suis probablement pas la meilleure personne à interroger sur les subtilités politiques, mais j'ai tout de même un avis. Il semble, à en juger par toutes les mesures et actions entreprises par Netanyahou, non seulement récemment, mais au fil des années, que son objectif, ce qu'il souhaite faire, est de détruire l'Iran en tant qu'État fonctionnel. Il voudrait en faire un État failli, un ensemble de fragments se battant entre eux, un peu comme ce qu'il a accompli avec l'aide des États-Unis, l'aide incompétente des États-Unis en Syrie. Autrement dit, ce qu'il cherche à faire, c'est créer un vide politique en Asie du Sud-Ouest concernant les États susceptibles de s'opposer aux objectifs militaires et expansionnistes d'Israël. Donc, une fois que ces États ne fonctionnent plus, une fois qu'ils sont devenus des États en faillite, il est alors beaucoup plus facile de vaquer à ses affaires, car c'est la vieille mentalité du diviser pour régner. Et c'est assez clairement ce qu'il fait depuis longtemps, ce qu'il cherche à faire depuis longtemps. Maintenant, au-delà des questions de moralité, qui bien sûr devraient être importantes, même si, dans son cas, on ne décèle aucune préoccupation morale d'aucune sorte chez cet homme. Il y a aussi la question de la praticité. Je veux dire, veut-on vraiment d'un État syrien en faillite, par exemple, où Al-Qaïda est désormais essentiellement aux commandes? Je veux dire, c'est risible. Enfin, ce n'est pas risible, malheureusement. C'est grave. Les États-Unis essayent de faire croire que la situation actuelle en Syrie est meilleure qu'à l'époque où Al-Assad était au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'Assad soit un bon choix si l'on pouvait faire le choix idéal. Mais quand on regarde le monde tel qu'il est, on essaye de faire de son mieux et au moins de ne pas causer plus de dégâts que ceux déjà faits. En gros, on reste à l'écart si l'on ne peut rien faire. Et bien sûr, si l'on regarde l'histoire de l'implication américaine et britannique en Iran, c'est la même situation. La situation en Iran est totalement le produit des interventions américaines et britanniques.
en 1953, enfin tu le sais mieux que moi, tu es réfugié de là-bas, mais vous aviez une démocratie. Mossadegh a été élu, honnêtement, comme n'importe quel dirigeant. Et je me demande s'il existe un dirigeant qui veuille simplement faire ce qui est juste pour son pays, et non pour d'autres pays qui cherchent à profiter de l'occasion et à s'emparer des ressources de l'Iran, à les voler pour eux-mêmes. Mossadegh voulait nationaliser l'industrie pétrolière. Il voulait s'assurer que le peuple iranien reçoive une part équitable de la richesse produite par le pétrole et les ressources naturelles de l'Iran. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains et les Britanniques ont essentiellement mené une campagne contre eux. Ils les ont faussement accusés d'être communistes. Vous savez, la routine, ce que je devrais appeler les procédures opérationnelles normales. Et ils les ont détruits, ont renversé le gouvernement et ont installé un dictateur, le Shah, qui était très brutal. Ils lui ont donné beaucoup de choses qu'il n'aurait probablement pas dû, y compris un important soutien à un programme d'énergie nucléaire, un programme de production d'électricité nucléaire, qui n'était pas vraiment nécessaire compte tenu des immenses ressources en combustibles fossiles que l'Iran possédait et possède toujours. Mais ils ont créé un programme dont les Iraniens sont à juste titre très fiers de leur contribution. C'est devenu en quelque sorte un élément culturel. Je veux dire, je travaillais avec un collègue de mon groupe de recherche, un homme remarquable, Sir John Thompson, qui était représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'ONU, un homme honorable, contrairement à beaucoup de ses collègues. Quand nous parlions des Iraniens, il connaissait très bien l'Iran, il avait été impliqué au Moyen-Orient. Et il disait, écoute, les Iraniens ont désormais une grande fierté culturelle à propos de ce programme d'énergie nucléaire qu'ils possèdent. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils y renoncent. C'était son point de vue. Il avait toutes sortes d'idées très intelligentes, vraiment novatrices, sur la manière d'aider l'Iran à développer davantage cette technologie, tout en créant de fortes incitations pour que l'Iran ne construise pas d'armes nucléaires avec. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il était juste, personne ne voulait l'écouter. Mais c'était vraiment incroyable, parce que cela aurait été bénéfique pour l'Iran et pour les pays occidentaux, ces idées qu'il avait. Et puis bien sûr, il y a eu ce développement extrêmement négatif, avec les éléments islamistes extrémistes prenant le contrôle du gouvernement iranien. L'Iran est en réalité un pays assez moderne, vous le savez mieux que moi, et il possède une longue culture historique où l'éducation et les standards professionnels ont toujours été très élevés. Et bien sûr, le pays n'était vraiment pas adapté à ce gouvernement islamique assez répressif. Mais c'est ce que nous avons eu. C'était le comportement américain, c'était le résultat des interventions américaines et britanniques. Ensuite, nous avons obtenu cet accord sur l'enrichissement de l'uranium auquel les Iraniens ont consenti, et c'était un très bon accord pour limiter la capacité de l'Iran à construire une arme nucléaire. Tu veux dire le JCPOA, celui qui a été signé par John Kerry. Le plan d'action global commun, le JCPOA, était absolument étanche en offrant à l'Iran un allègement des sanctions dont le pays avait besoin. Et pendant un court moment, l'Iran en a tiré les bénéfices jusqu'à ce que nous rétablissions les sanctions d'une manière totalement inappropriée et injuste. Le reste du monde avait acquis la conviction que l'Iran utilisait la technologie nucléaire d'une manière qui ne conduirait pas à la fabrication d'armes nucléaires. C'était donc un accord parfait. Mais ensuite, les Américains, en l'occurrence Donald Trump, ont simplement décidé que l'accord ne valait rien. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il a c'est pas une surprise. « Oh, c'est un accord terrible !» Eh bien, expliquez-le. Expliquez pourquoi c'est un accord terrible. Je connais assez bien le JCPOA.
Je pense qu'il ne faisait que répéter ce que Netanyahou lui avait dit. Il ne savait vraiment rien à ce sujet. Eh bien, voyez-vous, le problème, c'est, juste pour revenir à la question initiale que vous avez posée à propos de Netanyahou, Netanyahou est irrationnel. Je pense peut-être, je ne sais pas s'il est mentalement instable ou non, si on peut le qualifier ainsi. Je veux dire, avec Trump, il est beaucoup plus évident qu'il est mentalement affaibli, mais avec Netanyahou, il y a quelque chose de vraiment anormal. Cet homme est totalement dépourvu de toute boussole morale. C'est juste, c'est un psychopathe. Je veux dire, c'est un psychopathe. Il ne le manifeste pas exactement de la même manière que Trump, mais en ce qui concerne son engagement moral envers qui que ce soit, y compris le peuple israélien, cet homme a détruit Israël. Je veux dire, cela a détruit Israël, parce que des gens comme moi, qui n'étaient pas hostiles à Israël, en fait j'ai encore beaucoup d'amis là-bas, qui souffrent énormément sous la direction de Netanyahou et qui sont en désaccord avec lui, il a transformé Israël en paria international. Et je ne veux rien avoir à faire avec le gouvernement israélien. Je ne retournerai jamais en Israël. Je ne veux tout simplement plus rien avoir à faire avec eux. Il a joué un rôle majeur dans la transformation d'Israël en un État fasciste fonctionnel. C'est un État fasciste. Je veux dire, quand on voit les attitudes d'une grande partie, pas de tout le monde, mais il n'est pas nécessaire que ce soit tout le monde, d'une grande partie de la population israélienne, ils sont essentiellement devenus des fascistes fonctionnels. Et leurs attitudes sont criminelles. Vous savez, il y a ces interviews. Enfin, j'en ai vu une hier. J'ai dû la montrer à ma femme parce que ça m'a tellement bouleversé. On a posé une question à cette femme. Il n'y avait aucun piège. Le journaliste lui parlait simplement. Il était clair qu'ils n'essayaient pas de la piéger ni de cacher qui ils étaient. C'était des journalistes américains. Et ils ont demandé à cette femme ce qu'elle pensait du fait de tuer des enfants à Gaza. Et sa réponse a été, « Eh bien, ils grandissent pour devenir des Arabes. » Je veux dire, je n'ai juste pas pu. Et il y avait tout un tas d'autres interviews comme celle-là dans cette vidéo, ce qui semblait montrer que c'est une attitude très répandue. Ce n'est pas l'attitude de mes amis, je tiens à le préciser. Je ne m'engagerai pas avec des personnes qui ont cette attitude, mais elle est très répandue. Et c'est ce genre d'état d'esprit qui a conduit au massacre à Gaza et au bombardement intensif du sud du Liban aujourd'hui. Je veux dire, tout cela est dû, enfin, je ne devrais pas dire que tout est dû à Netanyahou, c'est dû au talent politique de Netanyahou, qui sont considérables, bien qu'ils soient malfaisants. Et malfaisant est le bon terme, même s'il est un peu simplificateur. Mais on a affaire à un homme malfaisant, incroyablement habile sur le plan politique. D'ailleurs, Adolf Hitler l'était aussi. Vous savez, je suis ici en Allemagne, j'ai beaucoup d'amis, et bien sûr, la Seconde Guerre mondiale revient souvent dans les discussions. C'est difficile de ne pas en parler dans un pays comme l'Allemagne. Hier encore, je discutais avec des amis, et j'ai dit, « Eh bien, vous savez, Hitler était un homme très talentueux. » Ils ont un peu réagi et j'ai ajouté, il faut reconnaître qu'il était malfaisant. Mais on ne peut pas ignorer que ces gens peuvent avoir des compétences. Parce que s'ils étaient simplement mauvais sans avoir de talent, ils ne seraient pas aussi dangereux. Mais ce Netanyahou, il semble ne se soucier que de lui-même, même s'il a peut-être une croyance déformée dans l'idée de transformer Israël en ce grand Israël, quoi que cela veuille dire. Mais il a détruit Israël, non seulement en sapant profondément le tissu même de la société. On ne peut pas amener des soldats tireurs d'élite à tirer sur des enfants, à moins qu'ils ne pensent que c'est juste.
Quand on voit ce genre de choses, c'est au-delà d'un simple crime de guerre. Cela relève d'une maladie au sein de la société, une maladie qui est devenue d'une certaine manière acceptable. Et les officiers qui supervisent les tireurs d'élite sont tout aussi malades. En fait, ils sont pires. Ces phénomènes sont des signes évidents que la société a sombré dans une forme de fascisme, une forme très dangereuse, meurtrière et raciste de fascisme. J'imagine que ça fait partie du fascisme. Mais Netanyahou n'est pas seul. Il fait partie de ce groupe de personnes, dont certaines, je ne dirais pas que j'ai grandi avec elles, mais dont j'ai vu les attitudes quand j'étais enfant dans une communauté juive immigrée, où les gens parlaient de racisme, des Juifs comme peuple élu, et d'une certaine supériorité. Même très jeune, à 11 ou 12 ans, je trouvais cela répréhensible. Je ne sais pas pourquoi, car beaucoup de gens autour de moi n'y voyaient aucun problème. Mais je trouvais cela répréhensible, et ce sentiment m'a accompagné à l'âge adulte. J'ai toujours été très critique envers cette tendance dangereuse, ce fil conducteur dans la culture juive religieuse. Cela ne veut pas dire que tout le monde partage ces idées, mais si on les entretient et qu'on les encourage et qu'elles finissent par dominer, comme c'est le cas en Israël aujourd'hui, on obtient un État qui fonctionne comme un État fasciste. Et c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas seulement Netanyahou, il en a été l'orchestrateur, mais il y avait déjà beaucoup de choses en place. C'est exactement comme dans l'Allemagne nazie. There was a lot there to begin with. It's just like in Nazi Germany. There was a lot there to create. Il y avait beaucoup d'éléments qui ont contribué à créer le monstre qu'Hitler est devenu dans l'Allemagne nazie. Ce n'était pas seulement Hitler, il était très habile. Il a su manipuler la société et la culture compte tenu des circonstances. Et maintenant, on retrouve une situation similaire en Israël, et c'est tout simplement terrifiant, du moins pour moi. L'autre problème qu'a Israël, et j'espère que des Israéliens m'écoutent en ce moment, c'est qu'un très grand pourcentage d'Américains, y compris des Juifs américains, considèrent désormais Israël comme un État fasciste. Et cela ne leur plaît pas. Israël reçoit des dizaines de milliards de dollars de soutien des États-Unis pour poursuivre ce meurtre monstrueux de personnes tout autour d'eux. Et il y a beaucoup de gens, moi y compris, qui sont de fervents partisans de la fin de toute aide des États-Unis à Israël. Maintenant, si cela devait arriver, je ne pense pas que ce sera facile, à cause du lobby israélien. Ce groupe d'Américains juifs extrêmement riches, qui sont, et je vais le dire, je ne le dirai pas normalement, plus loyaux envers Israël qu'envers les États-Unis, dont ils sont pourtant citoyens. S'ils se sentent aussi attachés à Israël plutôt qu'aux États-Unis, et c'est quelque chose que je ne dirais normalement jamais, alors je pense qu'ils devraient renoncer à leur citoyenneté américaine et partir vivre en Israël. Parce que c'est inacceptable. Je suis avant tout américain, je suis un citoyen du monde, et j'ai des responsabilités en tant que citoyen du monde et en tant que citoyen américain. Et mon pays ne sera pas, si j'ai quoi que ce soit à dire, et je ferai tout ce que je peux, mon pays ne deviendra pas dominé par des intérêts israéliens monstrueux, fascistes et meurtriers, faisant le sale travail d'un groupe de personnes qui devraient toutes être neutralisées et soit en prison, soit quelque part où elles ne peuvent nuire à personne d'autre. C'est tout simplement inacceptable pour moi en tant qu'Américain. Et je suis avant tout Américain. C'est ainsi que je le ressens. Donc, les Israéliens qui pensent qu'ils vont recevoir beaucoup d'aide après la fin de cette guerre, sous la forme de sommes d'argent pratiquement illimitées, parce qu'il s'agit essentiellement de dons américains sans restriction à Israël, se trompent. Nous leur vendons des armes, mais ensuite nous avons tous ces programmes spéciaux qui payent pour ces armes. Ainsi, toutes ces armes israéliennes,
Ils ne les payent pas, elles sont offertes à Israël. Ma position, en tant que citoyen américain, est que si je pouvais défendre une politique, une nouvelle politique dans un nouveau gouvernement que j'espère voir arriver, car je pense que Trump va être évincé, même si on ne sait pas encore exactement quand ni comment, je plaiderai pour que toute aide à Israël soit arrêtée. Je pense qu'Israël a franchi la ligne rouge et qu'il ne devrait plus être soutenu pour mener ces actions meurtrières qu'il accomplit avec l'aide des États-Unis. J'arrêterais immédiatement tous les envois d'armes à destination d'Israël si je le pouvais. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais c'est ce que je ferai. S'ils n'ont pas de bombes, ils ne peuvent pas continuer à tuer des gens à Gaza comme ils le font. Ils ne peuvent pas continuer à bombarder massivement le Liban. Je ne suis pas pour la destruction d'Israël, mais ce pays doit être réformé et devenir un État non-apartheid s'il veut survivre. S'il veut obtenir mon soutien en tant qu'Américain. Et je veux être clair, je parle ici en tant qu'Américain. Oubliez le fait que je viens d'un milieu juif. Oubliez-le. C'est sans importance. Je parle en tant qu'Américain et c'est inacceptable pour moi en tant qu'Américain. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres Américains qui ressentent la même chose. Ce n'est plus une opinion minoritaire. Ainsi, les Israéliens qui pensent qu'il n'y a pas de conséquences négatives à cette situation, au-delà de ce qui se passe déjà, ce qui est bien sûr déjà suffisamment négatif, doivent réfléchir à ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Sans les dizaines de milliards de dollars de soutien à ce pays, il ne pourra pas continuer à survivre et à prospérer comme il l'a fait jusqu'à présent. Je pense que d'importants changements vont se produire dans les années à venir. Cela ne se fera pas instantanément, mais la réaction des citoyens américains en ce moment est en train de basculer très fortement contre ce qui se passe en Asie du Sud-Ouest. Très fortement. Certains sondages montrent que 70% des Américains sont opposés à cette guerre. Ils ne sont pas tous ouvertement contre, ou certains hésitent bien sûr. Mais quand pas plus de 25 ou 30% de vos concitoyens soutiennent la guerre, dont 15% sont évidemment des extrémistes, cela en dit long. Les sectes chrétiennes qui pensent que lorsque la fin du monde arrivera, cela se passera en Israël, vous savez que tout se déroulera avec la fin du monde en Israël, représentent parmi les Américains réfléchis un pourcentage très faible de la population. Quand on regarde les attitudes de la grande majorité des Américains, ma plus grande préoccupation en ce moment, c'est que, à mesure que le pendule oscille, et il oscillera, il est en train d'osciller, les gens agissent de manière sensée, que cela ne bascule pas trop loin dans la mauvaise direction. Bascule trop loin est peut-être une façon un peu simpliste de le dire, mais c'est bien ce que je veux dire. C'est trop unidimensionnel, mais il faut que les gens évitent de faire des choses contre-productives pour instaurer la paix et la stabilité en Asie du Sud-Ouest. Je pense que le public américain évolue dans cette direction et nous allons assister à d'importants changements. La question est de savoir si l'establishment politique américain est prêt à mettre en œuvre ces changements. Je pense surtout aux jeunes démocrates, car l'ancien establishment démocrate doit être écarté. Quant aux républicains, ceux qui sont des personnes décentes et honnêtes, qui ont été choqués et se sont détournés de ce que Trump et le Parti républicain sont devenus, il y a beaucoup de républicains très respectables. Ils sont politiquement conservateurs, et c'est très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Ces personnes doivent aussi reprendre le contrôle de leur parti. Et il faut qu'il y ait un effort de coopération pour amener les États-Unis vers une configuration plus stable, où ils ne représentent pas une menace aussi grande pour le monde entier, car les États-Unis représentent bien cette menace.
Lorsque nous fournissons aveuglément à Israël les moyens de faire ce qu'il fait, nous faisons partie du problème. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bref, voilà ma réaction à la question de Netanyahou. Il doit être arrêté. Il doit être chassé du pouvoir. Ce sont les Israéliens qui doivent le faire. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne connais pas le terrain politique. Israël est dans une situation très difficile. Il y a dans le pays une composante religieuse extrémiste. C'est un problème depuis longtemps, et maintenant c'est devenu un problème si grave qu'il a pris le dessus, et les forces nécessaires pour reprendre le contrôle du pays sont largement réprimées à ce stade. Je ne sais pas si les choses peuvent basculer dans l'autre sens. Je ne comprends tout simplement pas assez bien le paysage politique en Israël. Mais si cela ne se produit pas en Israël, cela doit venir de l'extérieur. Et les États-Unis sont l'acteur extérieur qui peut et doit le faire. En tant qu'Américain, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se produise. Oui. Ted, en ce qui concerne la guerre sur le plan militaire, en regardant ce qui s'est passé jusqu'à présent, on voit une certaine volonté de la part de Netanyahou de poursuivre le conflit. Que se passe-t-il dans son esprit sur le plan militaire? Parce que jusqu'ici, d'après les dernières photos et vidéos publiées, ils utilisent des intercepteurs produits en 2026, cette année. Alors, à quoi se prépare-t-il? Que se passe-t-il en termes d'opérations militaires et d'opérations militaires stratégiques contre le Hezbollah? S'il comprend la situation militaire, et je ne vois pas comment il ne le pourrait pas, je connais des Israéliens qui, eux, la comprennent. Vous savez, lorsque j'ai participé à la révélation de la fraude du Patriot pendant la guerre de 91, j'ai rencontré un très grand nombre de militaires israéliens de tout premier ordre. Par la suite, je n'ai pas vraiment compris pourquoi les Israéliens s'intéressaient autant à moi, car de mon point de vue, c'était plutôt une affaire américaine. Mais j'ai rencontré un grand nombre de personnes très compétentes et vraiment remarquables. Et je sais que ces gens comprennent la situation militaire lorsqu'ils la voient. Ils doivent comprendre que la situation militaire d'Israël est désespérée. Le Hezbollah s'est reconstitué au Liban et ils utilisent une quantité considérable de technologies de drones. Ils ont adapté cette technologie à leurs objectifs de combat. Ils ont détruit de nombreux chars Merkava. Vous savez, c'est un char fantastique. Je veux dire, le Merkava est une pièce de technologie vraiment impressionnante. Et ils sont détruits un peu partout. On ne peut pas faire ce que les Israéliens faisaient auparavant et perdre tous ces chars. Et on ne peut pas non plus que les forces de défense israéliennes subissent des pertes. Israël est comme les États-Unis. Les États-Unis sont très sensibles aux pertes humaines. Dans un endroit comme le Liban, où il existe une organisation comme le Hezbollah, je ne dirais pas qu'ils se soucient moins de la vie humaine. Je ne suggère pas cela du tout. Mais ils sont engagés dans une lutte qu'ils perçoivent comme une question de survie. Et ils ont raison. C'est en effet une lutte pour la survie. Lorsqu'on se bat pour sa survie, on est prêt à subir beaucoup plus de pertes qu'on ne le serait autrement. Et c'est ce que nous constatons. Ils viennent aussi, bien sûr, d'une culture islamique où le martyr occupe une place particulière. Je ne sais pas si cet aspect est exagéré. Il se trouve par hasard que j'ai beaucoup d'amis musulmans, mais je ne prétends pas bien comprendre cette culture, car ces amis constituent un groupe préalablement sélectionné, par hasard. Mais si l'on parle de culture chrétienne ou de culture juive, le martyr est également considéré comme approprié dans certaines circonstances. Vous savez, quand les Israéliens parlent de se battre jusqu'à la dernière personne pour leur survie,
Ils le pensent vraiment. Mais ils ne se battent pas jusqu'à la dernière personne pour leur survie à ce moment-là. Ils sortent et tuent des gens en grande partie innocents qui veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui ne sont pas prêts à risquer leur vie pour cela. Si j'étais en Israël, je ferais tout mon possible pour éviter d'être envoyé au combat. Vous savez, je serais prêt à me battre et à mourir pour mon pays, mais je ne suis pas prêt à me battre et à mourir pour assassiner des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui ne représentent aucune menace pour mon pays. Et ils ont beaucoup de problèmes. Ils appellent des gens et beaucoup ne se présentent pas. C'était impensable en Israël, l'Israël que je connais d'il y a des décennies. On ne se serait jamais permis de ne pas se présenter si on était appelé. On y serait allé, mais on n'aurait jamais tiré sur un enfant. C'était aussi vrai à cette époque. Donc quelque chose a changé, et c'est aux sociologues et aux anthropologues d'étudier cela à l'avenir et de l'expliquer. Mais quoi qu'il ait changé, c'est clairement la situation actuelle, et il faut faire quelque chose à ce sujet. Je pense que pour l'instant, cela devra venir de l'extérieur. Cela devra venir des États-Unis. C'est là que je concentre mon attention. Mais ce type, Netanyahou, je ne pense pas qu'il sache ce qu'il fait. Je pense que si l'on entrait vraiment dans sa tête, on verrait qu'il ne se soucie pas d'Israël. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui suit les politiques qu'il suit et qui comprend à quelque niveau que ce soit ce qu'il fait à Israël puisse se soucier de son pays. C'est comme Adolf Hitler transformant l'Allemagne en cimetière. It's like Adolf Hitler turning Germany into a graveyard. Germany was a very powerful country when L'Allemagne était un pays très puissant pendant la Seconde Guerre mondiale, mais Hitler a transformé l'Allemagne en cimetière. Et c'est ce que fait Netanyahou, il transforme Israël en cimetière. Vous savez, cela m'horrifie, mais la seule chose que je sais faire, c'est essayer d'influencer les politiques américaines, car nous sommes complices de tout cela, en le laissant se produire. Alors, quand les démocrates, en gros, je suis démocrate, même si j'ai beaucoup d'amis républicains que je respecte et avec qui je parle facilement, mais quand les démocrates commencent à se plaindre de Trump, je leur dis, eh bien, regardez ce que Biden a fait. Vous savez, Biden, la première chose qui aurait dû se passer après cet événement terrible d'octobre 2023, il aurait dû aller là-bas et dire « Vous ne pouvez pas répondre de la manière dont vous parlez de répondre. » Tu ne peux pas entrer là-bas et massacrer tous ces innocents. C'est une chose terrible. Il faut y faire face, mais tu ne peux pas aller commettre le même genre d'acte meurtrier et génocidaire que celui dont tu as été victime. Et d'ailleurs, beaucoup des tiens ont tué de nombreux Israéliens. Et il faut aussi regarder cela, car nombre des Israéliens tués lors de l'incursion d'octobre 2023 l'ont été par les forces israéliennes, tirant sans discernement sur des personnes qui avaient été faites prisonnières. Ce n'était donc pas une situation simple. Nous ne connaissons pas tous les détails, mais nous en connaissons certains, et nous savons que les forces de défense israéliennes ont joué un rôle important dans la mort de citoyens israéliens, en plus du Hamas. Personne n'en parle. Tout cela fait partie de cette campagne de désinformation, une tentative de prendre les politiques incroyablement brutales du gouvernement israélien actuel et d'en rejeter la faute sur tout le monde. Et cela ne prend pas avec moi, ni avec beaucoup d'autres Américains qui observent la situation. Il faut faire quelque chose. Malheureusement, cela prendra du temps, mais j'espère que cela finira par arriver. Nous verrons bien. Mais de nombreuses morts tragiques, qui ne devraient pas se produire et n'auraient jamais dû se produire, vont continuer jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée. Netanyahou doit être considéré en termes de comportement comme très semblable à un Hitler. Et je veux être clair sur ce que je dis ici.
in this, I want to be clear about what I'm saying here. So when people react to what I'm saying, I want to be. Donc lorsque les gens réagissent à ce que je dis, je veux être très clair sur ce que je veux dire ici. Hitler n'a montré aucun souci du bien-être du peuple allemand. Il a tué des Allemands autant que quiconque. C'est lui qui a provoqué la catastrophe en Allemagne. Il a été aidé par beaucoup de gens, tout comme Netanyahou est aidé par beaucoup de gens. Mais le jugement moral sur la manière dont Hitler s'est comporté et sur qui il était s'applique tout aussi bien à Netanyahou qu'à Adolf Hitler. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et si quelqu'un veut en débattre avec moi, je suis prêt à avoir cette discussion. Je ne me contente pas de l'insulter. Je parle de comportement moral et de loyauté envers son propre peuple. Il a montré qu'il ne se soucie pas du bien-être de son propre peuple, ni de son propre État. Et quelqu'un n'y a elle de faire quelque chose à ce sujet. Somebody in Israel should do something about it.